Bonjour tout le monde. Aditi. Donc, la manipulation et la visualisation de données aujourd'hui. On va vous partager le lien Collab ici. Vous allez pouvoir suivre les notes de la présentation aujourd'hui. Et donc, on va partager principalement les différentes pipelines d'apprentissage automatique, d'apprentissage machine aussi dit. Et on va... Just one quick thing, sorry, Aditi, if Yes. you could slow down a bit. I know that it'll probably be very Yes. challenging for Merci. Donc, juste de ralentir un peu pour l'interprétation. Et donc, voilà, pardon, ça a coupé un peu. Donc, voici un peu la pipeline du machine learning, donc d'ordre général, en fait. On va passer à travers les différentes notes et ce qu'on veut partager aujourd'hui, ce sur quoi on va se concentrer aujourd'hui, les différentes données. Donc, la première étape, c'est la collecte de données qui va nous permettre, en fait, d'entraîner nos différents modèles, en fait, pour tout ce qui est apprentissage supervisé et non supervisé. On peut utiliser nos propres bibliothèques avec nos différentes bases de données, ou on peut aussi accéder à des bases de données publiques si l'on le souhaite. Donc, la prochaine étape, c'est la préparation de données. Donc, on n'a pas que les données brutes qui sont utiles pour le machine learning. Donc, il y a deux étapes à considérer. Donc, l'exploration d'analyse de données, qu'on appelle EDA en anglais. On cherche des patterns, différentes données marquantes pour voir si on a besoin de plus de données ou ce qu'on a besoin comme outil pour être en mesure de travailler avec les données. La deuxième partie, ce serait de la préparation de données, c'est la pré-traitance des données. Donc, on doit préparer les données. Les données doivent être normalisées, les erreurs et les biais doivent être enlevés de la banque de données avant de pouvoir les envoyer vers le modèle, en fait, et les faire traiter par le modèle. La prochaine partie, c'est de choisir le modèle. Donc, on a discuté de plusieurs modèles et évidemment, chaque modèle a des caractéristiques spécifiques qui doivent suivre et s'aligner avec le problème que vous voulez solutionner. Vous devez aussi explorer le type de données et quel genre de préparation le modèle requiert, à quel point il est valide et s'il y a des biais, à quel point on peut les mesurer et travailler avec ces différents biais. Donc, ici, une petite liste des différents modèles avec lesquels on peut travailler, qui inclut une régression linéaire, une régression logistique, des aires de décision, K-means, etc. La prochaine étape, c'est l'entraînement ou la méthode d'apprentissage pour le modèle, en fait. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser les données d'entraînement, les données d'apprentissage et de plus en plus, de façon incrémentale, d'améliorer la performance du modèle en utilisant différents cycles pour mettre à jour les paramètres du modèle, par exemple comme les différents poids et les biais. On devra aussi passer à l'évaluation. Une fois que l'entraînement est fait, l'apprentissage est fait, donc on peut tester en le comparant à une base contrôlée de données. Comme le modèle n'a pas encore vu ou n'a pas encore été entraîné, donc on veut voir comment il va performer. Et par la suite, on va pouvoir voir comment on va pouvoir changer le modèle, comment on peut améliorer son fonctionnement général. Donc, c'est vraiment essentiel comme étape. La prochaine étape sera plutôt la mise à niveau ou le réglage des paramètres. Donc, c'est un essai, c'est un peu une activité essai-erreur, comme on dit. Donc, on doit vraiment mettre à jour les hyperparamètres des modèles pour améliorer la performance de ce dit modèle. Donc, si vous vous rappelez, les hyperparamètres, c'est des paramètres qu'on choisit, contrairement à des paramètres de modèles qui sont appris, entre guillemets, lors de l'apprentissage du modèle ou de l'entraînement du modèle. Donc, la valeur pour les différents nombres époques, c'est ce qui veut dire le nombre de fois que le modèle revoit et revisite et révise les données d'entraînement et d'apprentissage et sa capacité à apprendre. C'est ce qui va contrôler à quel point on va changer les différents paramètres du modèle.
No, I'm not moving the slides at this point. All right. And can you please go slow? Okay. So the La next part prochaine is partie, c'est la prediction. prédiction. Hein? The prediction Donc, les process is prévisions. where you Donc, qu'est-ce qu'on fait? take data On that prend des données que le modèle n'a jamais vues auparavant. that the data is really Hein? close to the real life Et ce seraient des données qu'on croit, hein, dans notre hypothèse, qui seront le plus près des données qu'on utilisera pour entraîner notre modèle. Donc, c'est vraiment un fonctionnement qui nous démontre comment fonctionne la pipeline de l'apprentissage machine et qui pourra nous aider encore plus à améliorer en fait notre système en utilisant des données réelles. Hein? Donc, aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur la collecte de données et la préparation des données. Plus spécifiquement, le processus EDA qu'on a dit tantôt, donc l'exploration de données d'analyse et aussi la préparation de données. Donc, on va commencer par vous parler où peut-on trouver ces ensembles de données. Hein? Donc, on a ici quelques liens qui vous démontrent, hein, Kaggle, Amazon, UCI, tout ça, sur Google, évidemment, Microsoft. Donc, chaque banque de données a ses caractéristiques propres. Et vous pouvez passer à travers ces différents liens et voir à quel point ils vous sont utiles ou pas. Évidemment, ce sont comme Google et Microsoft nous offrent des bases de données qui sont publiques et accessibles à tous. Ici sur GitHub, l'avant-dernier lien, hein, on a Awesome Public Datasets. Vous pouvez explorer aussi ce lien, ça vaut vraiment la peine. Il y a des super données qui peuvent vous être utiles. Et finalement, en cliquant ici sur le lien Canada, des données gouvernementales accessibles à tous qui sont également de très bonne qualité et qui peuvent vous soutenir dans votre apprentissage machine. Donc, voici un exemple pour un site web du gouvernement du Canada. Donc, ici, pour ce premier exemple, on va passer à travers le lien Kaggle. Donc, vous devez télécharger cette base de données dans un fichier zip et l'ouvrez-le et téléversez-le simplement sur votre Google Drive et téléversez simplement le dossier qui s'appelle lifeexpectancy.csv, le fichier CSV que vous pouvez téléverser vers Google Drive pour l'utilisation de nos exercices aujourd'hui. Donc, la préparation de données maintenant. Donc, ici, c'est plutôt pour ceux qui veulent le connecter à leur modèle. Quand vous avez votre ensemble de données brutes, donc vous allez passer par la préparation de données hein, et la fonction itérative de l'EDA, comme vous disait tout à l'heure, hein, dans l'ensemble de données d'analyse, hein, d'exploration ici, EDA. Et il y a énormément de bibliothèques qui vous sont accessibles pour tous ces processus. Vous pouvez le voir ici. Donc, on a Scrappy et Beautiful Soup ici, ces liens qui sont parfaits pour l'exploration genre de données, par exemple, et que vous voulez utiliser, par exemple, et vous l'intégrer sur un site HTML avec un format spécifique. Donc, on peut justement rassembler une tonne de données en utilisant ces liens hein, à travers des fichiers et des fichiers HTML. Donc, on peut aussi passer, par exemple, au traitement des données et à la modélisation de données avec ces différents liens ici. On a 8 liens qui peuvent vous être utiles. Vous pouvez jeter un coup d'œil ici. Et finalement, pour ce qui est la visualisation de données, on a 4 liens ici. Nous, on va plutôt utiliser les 2 premiers, mais il y a d'autres options pour vous, évidemment. Donc maintenant, je passe la parole à Shreyas pour qu'il nous explique un peu plus par rapport aux bibliothèques de données, aux différentes bases de données. Merci, Aditi. Je vais juste partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Yes, we can. Thank you. Yeah, so that was really Donc, c'était
une introduction brève sur comment se lancer dans l'apprentissage automatique, l'apprentissage machine. Donc, passons maintenant à la deuxième étape ici. Donc, il y a différents sites web qu'on peut utiliser, hein, par exemple. Donc, on a parlé de Google, de Kaggle, de Microsoft Learning. Une fois qu'on a l'ensemble de données, on doit l'importer afin d'être en mesure de travailler avec ces données. Donc, on a 3 différentes façons de le faire. Donc, on peut le téléverser directement avec le Google Colab. Donc, ici, on peut le faire en cliquant à gauche ici. Vous cliquez simplement sur le fichier, sur les fichiers, hein, et téléverser. Trouvez simplement où vous avez téléchargé l'ensemble de données dans votre ordinateur. Ouvrez-le simplement. Comme ça, vous allez pouvoir y accéder sur Google Colab. Donc, l'avantage, en fait, c'est que de cette façon, c'est que aussitôt que vous terminez de travailler avec votre session, vous allez voir ici en haut à droite un symbole de déconnexion. Donc, on a d'autres méthodes parce que lorsqu'on termine la session, le fichier s'efface également. Donc, pour contrer ce désavantage, on a 2 autres méthodes pour ne pas perdre le fichier à chaque fois qu'on sort de la session. On peut téléverser l'ensemble de données sur GitHub. Allez en premier, rendez-vous sur le site de GitHub, créer un répertoire, téléverser les ensembles de données directement là-bas. Et ensuite, cliquez sur la fonction Repository et ensuite visualiser les données brutes. Ensuite, on devra copier le lien vers l'ensemble de données brutes et le télécharger en tant que string variable, hein, qu'on appelle l'URL dans Colab. Et on le voit ici. Ce que je souligne maintenant, c'est ce que vous devez copier. Shreyas, can you zoom in a little bit? Some students, even though they're young eyes and got their dose of carotene, is still tiny. Yeah. Thank you. Is it better now? Yes, it's better. If it's still not, please write in the chat. Thank you. Okay. Yeah. So this is the code that you would need. So you can paste your corporate. Donc voilà, vous pouvez copier ce lien GitHub. So for this, you can either go to again, you can do a random Google search and you can get a lot of. Vous pouvez aussi faire une recherche sur Google. Vous allez pouvoir trouver les étapes qui vous décrivent comment le faire. Et je peux toujours vous le repartager si jamais vous ne le comprenez pas, si ça va trop vite. Donc, vous copiez cette URL. Et par la suite, on dit, une fois qu'il est enregistré, vous allez pouvoir commencer à travailler avec les données ici, y accéder. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'utiliser Panda pour certains codes, pour être en mesure de lire le fichier, je vais vous en parler un peu plus en détail. Et la troisième façon, c'est de l'importer sur Google Drive et par la suite, on téléverse les fichiers vers Google Colab. Je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire maintenant. Donc, une fois que vous avez téléversé les données et le fichier sur Google Drive, rendez-vous ici en haut à gauche où c'est écrit Code, hein, et collez le code ici sur une ligne de programmation. Une fois que vous l'activez, vous allez voir cette URL apparaître. Vous cliquez sur l'URL, donnez accès à votre compte Google. Une fois que vous recevez ce code, vous allez voir cette fenêtre où il va y avoir un code d'accès. Copiez ce code d'accès, retournez à Google Colab et collez-le où on vous demande le code d'autorisation. Ensuite, on appuie sur Entrée et vous recevrez le message Mounted at Content Drive, ce qui veut dire que ça a fonctionné. Ça veut dire que l'ensemble de données est intégré à Google Colab et se retrouve dans votre Drive. Donc, en premier lieu, rappelez-vous, téléchargez ce fichier CSV qui s'appelle Life Expectancy en anglais. Vous le trouvez sur Kaggle ou cliquez sur le lien ici.
Okay, that's Voici how you comment now. téléverser les fichiers. Initially Hein. install all the Par la libraries, suite, on doit but intégrer les différentes Colab is bases de données et les like bibliothèques. a platform which is updated regularly. So you didn't. So this is some step that you Donc ça, can c'est une étape qu'on peut sauter, here, but just for mais si jamais vous avez besoin de le faire, je vous explique quand même ce que vous devez faire. any Donc, library, if you need to pour install toutes les any bibliothèques de library, you données, need to type on this doit, web on doit install command followed by créer the cette library name here. codification And d'installation. the Google Colab will instantly Donc, installer NumPy, par install exemple, the hein, installer le nom de la bibliothèque que So vous right voulez now, installer. as NumPy, Pandas, and Matplotlib are very, Donc, very simple Matlib, libraries, vous allez it's remarquer, already or already installed est on plutôt Google général, donc et c'est déjà So intégré à each of Google that Colab, that donc if c'est you pas need to nécessaire de le install faire. Mais any si other vous voulez library, rajouter it's the des same bibliothèques qui ne sont pas déjà sur Google So Colab, after voici les you've étapes done que vous devez all faire. that, Donc, what on you doit need to importer les import those bibliothèques. libraries. So basically, for you to function with those libraries, you need to import it first in your Donc, on doit in your l'importer, en fait, workspace. So how we sur do that notre, is you need to just type notre import as a keyword followed bureau by the name of the library. ou notre séance de travail. Such as Donc, like on for doit NumPy, it would be ajouter le nom NumPy suite à installer en here. programmation simplement le code de la bibliothèque que l'on veut Pandas 3D, intégrer, Matplotlib, Pandas, Seaborn is Seaborn, So basically, celle qu'on choisit. this is the Donc, on voit ici qu'on a le nom de la library name bibliothèque followed by suivi the des initials initiales that de you celle-ci. need to that you would Hein, donc, use c'est les to initiales qu'on va access utiliser every pour y time you accéder want. à chaque So fois. basically, every Donc, time you Panda, come ce over sera there and write, PD. pandas dot something. So for the ease of that, we can just declare basically short Donc, on version peut of it. simplement déclarer In un the raccourci, following hein, method, peut-être import juste pandas une abréviation, par exemple, Every comme time you need to PD call pour Pandas, Panda. Donc, you chaque just fois need qu'on to veut write PD dot mentionner, whatever accéder command à would be. Panda, on va So simplement that is utiliser very son important acronyme thing. PD. Now I've included the link here for doing the same Et thing voilà, j'ai in intégré Python ici or le lien pour faire la même chose dans Matplotlib avec Python. or if you have Jupyter Notebook installed on your local computers under Anaconda or under Python. Vous pouvez également le faire si déjà si la bibliothèque est intégrée à votre ordinateur, par exemple comme avec Conda sur Python. Vous pouvez faire exactement la même chose. So after that being said, now we need to load the On data doit in ensuite our notebook, to explore it further. So for that, what donc we télécharger le fichier CSV avec les données. variable Donc, for on doit in case we have assigned lui offrir le code basically DF the variable that is most widely used because of the ease just data qui est data frame, So donc we can cadre de données. as Hein. df is equal to Donc, on doit inscrire PD pour Panda, l'acronyme, point lire, barre en bas CSV, pd.read, hein, barre en bas CSV. So every library has some set of Donc, chaque bibliothèque a ses propres codes de programmation qui permettent d'accéder à différentes fonctions. Donc, on doit trouver quelle commande offre quelle option, en fait, et choisir la bonne, celle qui s'applique à nous. maybe web link or maybe if you upload it in the Google runtime here, Par exemple, si vous l'intégrez à Google Drive, vous pouvez simplement ajouter, après la barre oblique, le nom du fichier au long. Comme vous voyez ici, life expectancy data.csv. the Google Colab notebook and just to explore it further. So after doing that, let's jump to Donc ensuite, on va passer à la section NumPy. in general, Donc c'est package for une base fondamentale pour tout ce qui est sciences informatiques avec Python. Donc c'est une bibliothèque Python qui offre une variété de différentes données et d'objets multidimensionnels qui sont dérivés de différentes sources, que ce soit des matrices ou des voilà, tout ce qui est variation masquée et bien plus. Donc, pour plus d'informations, je vais vous montrer un petit démo. Vous pouvez cliquer ici sur le lien. Il nous partage ici comment naviguer sur NumPy. Donc, c'est différent pour chaque bibliothèque, mais bon, dans le cas de celle-ci, on peut aller voir les différents tutorats, comment utiliser la bibliothèque, toutes les explications, les informations essentielles, l'installation exacte, etc. Donc, pour l'installation, par exemple, et vous serez servi avec tous les détails que vous avez besoin pour être en mesure de l'installer, si par exemple c'est ce que vous voulez faire. Pour Conda, Mini-Conda, pour Linux. Donc, par la suite, vous serez en mesure
d'explorer toutes les différentes documentations pour les différentes bibliothèques de données. Donc, NumPy est utilisé parce que il, en fait, est en mesure d'intégrer et de soutenir tout ce qui est variance au niveau des données. Et il y a énormément de fonctions qui soutiennent le travail avec ce qu'on appelle ND Array, avec cette variance ND, qui rend le tout beaucoup plus facile. On l'utilise souvent avec des données scientifiques, là où la vitesse et les ressources sont très importantes. Donc, par exemple, vous allez voir, ça arrive qu'il y ait un besoin d'optimisation. Donc, on trouve que NumPy est hyper créatif et hyper soutenant quand on commence à explorer le monde de Python et les sciences informatiques, en fait. Donc, en bref, comment on fait pour l'installer? Vous faites simplement entrer le code suivant, pip install numpy. On importe les données afin de pouvoir les utiliser par la suite dans notre notebook. Donc, on écrit simplement dans notre bibliothèque numpy et on utilise l'abréviation NP. Donc, NumPy, on utilise NP comme abréviation. Donc, les différentes fonctions de NumPy. Que peut-on faire avec NumPy? La première chose, donc créer des variances. Donc, on utilise souvent ce qu'on appelle le ND Array. C'est la nomenclature qu'on offre pour la variance d'objets dans NumPy. Donc, on a des fonctions qui sont attribuées à l'utilisateur, d'autres qu'on peut développer comme fonctions. Donc, en gros, NumPy, c'est une bibliothèque de données. On peut toujours utiliser les fonctions des données de base de NumPy et les intégrer. Ici, par exemple, un Google Colab, comme je vais le faire, pour vous démontrer un peu comment ça fonctionne. Donc, ARR, l'abréviation pour Array, NP pour NumPy, avec l'échelle qu'on veut offrir. Donc, la variance de 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, une variance de base. Et pour vous montrer c'est quel style de variance et quel type, on demande la fonction, on programme la fonction print. Donc, une fois qu'on demande imprime, pardonnez-moi. Et donc, ici, on voit le type ici de variance, d'étalage de données, en toute simplicité. Comme on peut voir, en mathématiques, on va avoir des dimensions 0, dimension 1, 2, 3, D. Donc, on doit définir la dimension de notre échelle, de notre variance, avec le nombre d'indices et le sous-script. Donc, si jamais vous voulez vous rafraîchir la mémoire sur qu'est-ce qu'une dimension de variance ou de série, vous pouvez cliquer sur ce lien. Donc, quand on a juste un élément, par exemple, ici, donc c'est souvent ce qu'on va utiliser pour quand nos données sont étalées sur des rangées, des colonnes. Comme il y a juste un élément, c'est pour ça qu'on appelle la dimension 0, parce qu'il n'y a pas d'autres éléments. Donc, chaque valeur dans la série est nommée comme étant 0D. Donc, 0 dimension. Donc, une série avec une dimension, par exemple, serait donc unidimensionnelle, comme on peut voir, 1, 2, 3, 4, 5. Au niveau de 2 dimensions, c'est qu'il y a seulement un élément et ils sont utilisés pour représenter une matrice ou un deuxième niveau de tenseur. Donc, on voit ici
la série 2D, après on a la série 3D. 2D arrays or matrices Donc, arrays elements. c'est quand on a deux dimensions, donc deux matrices, So in that, in addition et to la base des éléments est appelée we have a 3D. third dimension called another element. So this is sorry. Donc, on a la première dimension et ensuite la deuxième dimension que je vous souligne, que je vous pointe avec mon curseur. In itself 2 dimensions. So that makes it 3 dimensions. So 3-dimensional array. Moving on further, checking the number of dimensions of an array. So basically we have a keyword for that. It's Donc, called ici, pour avoir, NDIM, so n dimensions. quand on veut So what attribuer you can combien do de is, dimensions you à... can check any dimension of an array by writing the name Donc, of on an veut array valider la NDIM. dimension de la So that série. would give Donc, you ici, how on peut many utiliser number ce of code-ci, dimensions cette an array programmation, pour voir we have. combien de séries on a. Moving on Si on further, we have a va multi-dimensional array. So aux if séries you want de haute to, dimension, you hein, know, define ou any les high variances de haute dimensional long dimension, arrays, you can do on that peut by utiliser le using code NDMIN NDMIN. or define or include it Et on peut aussi including l'intégrer à la NP programmation as ici, an argument, np.array. and give array function as an argument. So once you do that, Puis ensuite faire and print if you pour print that same recevoir array, now les it will show résultats. that your Et on a array le nombre de has dimensions qui dimension s'affiche, 5. 5. So basically, this number can change depending Donc, ce on chiffre your peut changer needs en fonction du nombre de dimensions que vous avez besoin. So just so to, Donc, you pour know, éviter avoid confusion, I have de vous confondre, defined array j'ai noté le code array dans chaque, in every code snippet here because I don't have any dans chaque code to code. it, so that's why I've defined them. But Moi, je l'ai fait comme ça, j'ai you défini à might have chaque fois some parce que j'avais aucune base de données avec laquelle travailler. Mais dans votre cas, si vous avez déjà intégré des bases de données à votre bibliothèque, vous n'aurez peut-être pas besoin de le rajouter, de rajouter cette partie et de la répéter à chaque fois. but you can actually use all Mais vous pouvez toujours utiliser ces arguments et ces fonctions, dépendamment de ce que vous souhaitez obtenir. so I'll just jump in a second because we have many members that Donc, on a plusieurs membres qui se sont joints à nous just want to give a reminder. S'il y en a il y a qui quelques veulent minutes. écouter Donc, la si vous session voulez, en français, il y a l'option en bas de la page interprétation en français, donc n'hésitez pas à l'utiliser. So for those who just joined, want to use the French version, don't hesitate to do so. Thank you. thank you. Yeah, so moving on further, donc pour accéder aux éléments dans une série, so how we can do that is, you know, on a une fonction qui s'appelle indexation. already have been made aware On avait parlé dans les derniers, workshop that in terms dans les dernières bibliothèques. every time you count something, count the indices. Donc, on commence toujours à 0. So you mean the counting On part de 0, on fait 0, 1, 2, 3, 4, 5. that way, if you want to access any particular element in an array, you can do that by Donc, vous pouvez faire ça ici en intégrant les différents this is my array. nombres qu'on retrouve dans notre série. On a 4 nombres, 1, 2, 3, 4. I want to access the zero Mais je veux y accéder directement à partir du premier élément que je vais nommer ici avec la position 0. So if I do that in this, Donc, ici, la position 0, c'est 1. as rightly mentioned, like if we say zero indices, Donc, si je marque 0 comme indice, le premier élément serait 1. element you need to give Donc, si on veut donner un autre index qu'1, because again remember the index on sait très bien que notre 0 est équivalent à 1. third and fourth elements Donc, si je veux accéder au 1, je dois nommer l'index, par exemple, 2, ou ensuite l'index 3. is just a demonstration purpose that you know add the third and fourth elements from the Donc, on doit accéder au troisième, au quatrième élément de la série et les ajouter ensuite. Hein. array would be 0 1 Donc, on aurait 0, 1, 2. Ensuite, on a le 3 et le quatrième élément serait 4. Et au total, ça nous donnerait 7 éléments. similar way in 2D C'est semblable pour ce qui est question de la série 2D. Donc, si on veut accéder au deuxième élément de la première dimension, donc on a la série ici, la première dimension, et 6, 7, 8, 9, 10, la deuxième dimension. Donc, si on veut accéder au deuxième élément dans la première dimension, ça c'est la première dimension ici, le deuxième élément, c'est l'index 1. Comment on définit? On doit définir ici comme je l'ai fait. Donc, la première dimension, c'est l'index 0. Et le deuxième élément serait donc l'index numéro 1. Parce que vous vous rappelez, on compte toujours à partir de 0. On accède au deuxième élément de la première dimension en faisant comme suit. Ensuite, si on veut accéder au cinquième élément de la deuxième dimension, donc le deuxième élément de l'index 1 est ici, et on veut le cinquième élément qui nous donne 4 dans la deuxième dimension. Et ainsi de suite. Donc, si on veut faire de l'indexation négative, par exemple, si on veut produire le dernier élément de la deuxième dimension,
Donc, au lieu de commencer de 0, on va partir de la fin, en fait, de la série. Donc, pour accéder au dernier élément de la deuxième dimension est ici à partir de 6, 7, 8, 9, 10. On veut l'index 1. Le dernier élément est 10. On vous l'indiquera comme étant moins 1. Donc, rappelez-vous toujours que si vous voulez accéder à une série à partir de la fin, hein, vous devez toujours commencer avec un chiffre à la négative. Donc, on commencerait avec moins 1 quand on part de droite à gauche. Donc, ça, c'est pour accéder à la série de droite à gauche, hein, de la fin au début. Donc, si on veut faire des subdivisions, des sous-catégories dans nos séries, hein, diviser nos données, il y a plusieurs façons de le faire. Je vous donne quelques exemples ici. Donc, juste pour vous faire une petite démonstration. Donc, on a notre série ici. On veut trancher notre index de l'index 1 à l'index 5. Comment on fait? On indique 1, 2.5. Donc, ce qui ferait en sorte qu'il ne considérerait pas le dernier élément. Il considérerait tous les éléments entre l'index 1 et l'index 5. Ceci étant dit, ça pourrait être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on veut accéder aux données à partir de 1. Donc, 0, 1, 2, ça accéderait en commençant par le 2, 3, 4, 5. On aurait donc un total de 4 éléments. Si, par exemple, vous avez besoin d'accéder pour un index particulier, vous pouvez utiliser cette série en faisant, par exemple, je veux accéder au 4e élément, vous allez le faire ainsi. Donc, vous pouvez réviser dans vos temps libres. Là, je passe à travers rapidement. Donc, je vais peut-être sauter cette étape. Vous pouvez passer à travers les informations vous-même et revenir vers moi si vous avez des questions. Ensuite, trouver la forme d'une série. Hein. Donc, on a la fonction .shape qui nous donnerait la forme, en fait, de cette série. On aurait 2 et 4, donc en rangée et en colonne. Toujours 2 dimensions comme série. Alors, on a 2 rangées, 4 colonnes. Parallèlement, on peut aussi le faire pour d'autres, pour si on veut faire le reformatage d'une série. Si on veut changer la forme d'une série, on veut changer le nombre de rangées, le nombre de colonnes, par exemple, on le ferait avec la commande et la fonction reshape. Et avec quelles données on veut le faire. Donc, nous ici, par exemple, je veux reformer ma série. Je voudrais 4 rangées, 3 colonnes, contrairement à ce qu'on avait fait un peu plus tôt. Donc, vous pouvez le faire avec cette fonction ici. Je vous donne un exemple. Même chose pour les séries à 3 dimensions. Ensuite, l'étalage des données, des séries, pardon. Ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire convertir une série multidimensionnelle en une série unidimensionnelle. Donc, encore la fonction .reshape et on ajoute entre parenthèses -1. Si on veut en apprendre un peu plus sur ce qu'on appelle le flattening en anglais, vous pouvez cliquer sur le lien et accéder à plus d'informations. Aussi, on a l'itération des séries. Si vous voulez accéder à l'itération, les différentes dimensions de l'itération des séries, je vous montre un exemple ici pour accéder à l'itération d'une série unidimensionnelle. Donc, la fonction qu'on insère ici, c'est x. Et donc, c'est assez clair, comme vous allez pouvoir remarquer. Donc, je passe rapidement ici. C'est si on veut unir 2 séries. Donc, il y a une fonction qui s'appelle concatenate que vous pouvez inscrire ici, qui va simplement unir les 2 séries l'une à l'autre. Donc, si vous entrez cette fonction concatenate, ils vont simplement unir, sans faire de déduction de son côté, mais simplement unir les 2 séries, série 1 et série 2. Et il n'éliminera pas non plus de données.
Il y a aussi l'empilage des différentes séries, ce qu'on appelle stacking en anglais. Vous pouvez le faire comme je vous le montre rapidement ici. Il y a toutes les explications dans les exemples. Et c'est assez simple, donc vous verrez que ça se comprend facilement. Ça, c'était pour NumPy. Donc, évidemment, je vous rappelle, c'était vraiment une explication générale. Donc, il faut vraiment y aller avec choisir projet par projet, analyse par analyse. C'est à vous de choisir quelle fonction particulière vous avez besoin et donc avec lequel ça rime le mieux les fonctions que vous trouvez dans les différentes bibliothèques. Par exemple, ici, d'autres méthodes pratiques pour Panda, utiliser Pandas. Donc, pour accéder au... Sorry, Shreya, sorry to interrupt. Just wondering if we should take the questions now, or do you want to take them at the end? Yeah, I'm thinking of taking them at the end because after this there will be a brief portion by Aditi and then maybe we can move on. Donc, on va attendre pour les questions à la fin. Aditi va compléter et ensuite, on pourra poser les questions. Donc, la bibliothèque Python, c'est très utile pour travailler avec les ensembles de données. Il y a des fonctions qui permettent d'analyser, de nettoyer les données, d'explorer et de manipuler les données. Il nous permet aussi d'analyser des gros ensembles de données et tirer des conclusions basées sur des théories statistiques. Donc, il peut encore nettoyer tout ce qui est données floues, ensemble de données floues, et les rendre lisibles et surtout utiles. Donc, comme je mentionnais au tout début, vous pouvez entrer la fonction ici, la fonction pd.read le fichier CSV, hein, et on inscrit simplement la source où on a téléversé ou importé les ensembles de données. Donc, si on veut en connaître plus sur ce qu'est le data frame, donc hein, le contexte de données, le cadre des données, vous pouvez cliquer ici sur le lien. Donc, voici des fonctions de base que vous pouvez utiliser pour explorer les données. La fonction .head qui vous donne en fait les premières rangées depuis... donc, on vous donne finalement les 15 premières rangées de données. Si on veut accéder aux 5 dernières rangées de l'ensemble de données, vous pouvez utiliser la fonction .tail. Voilà, et la fonction tail vous permettrait donc d'accéder aux dernières rangées, en fait, en partant des la dernière rangée de données. Si vous voulez peut-être connaître un peu plus d'informations générales sur votre ensemble de données, vous pouvez utiliser la fonction .info. Donc, nous, on a utilisé D ici parce qu'on a importé notre ensemble de données sous le nom dir. Donc, on a utilisé D.info pour accéder aux informations de base de l'ensemble de nos données. On voit aussi, par exemple, combien de noms nuls ou de noms zéros on a de colonnes dans notre base. Par la suite, la fonction .described, ça se ressemble, mais on sera plutôt redirigé vers des détails plus précis avec la nomenclature statistique. Donc, si on veut accéder, par exemple, par exemple, on veut savoir, on voudrait accéder au quart de la base de données. Donc, ça nous donnerait, par exemple, le quart des données de chaque colonne qui sont offertes par la base de données. On peut ensuite faire la fonction .shape, combien de colonnes, combien de rangées. Donc, on a 2938 rangées, 22 colonnes. Si on fait la fonction .dtype, on a les détails aussi sur chaque colonne qui se retrouve au niveau de la population. Si on utilise .index ici, on aura en fait la variance qui se retrouve dans l'index en commençant par 0 jusqu'à la fin, la dernière rangée. Ensuite, l'index nous donne quel type d'information on traite.
Si on veut accéder au nombre de valeurs par année, par exemple, donc on voit les différentes années et on voit ici le nombre de valeurs qu'on retrouve. Donc, si on veut avoir le nombre total de valeurs, on utilise toujours la fonction value count. Donc, ici, on a utilisé la fonction année. Par la suite, on peut aussi essayer la fonction statut. Donc, ce qui est en développement, ce qui a été développé, on voit le nombre de valeurs qui ont été collectées au total et leur au niveau du statut. La fonction .sortValue, c'est qu'on peut diviser les différentes données en colonnes spécifiques. Donc, si on veut faire, l'espérance de vie, par exemple, comme colonne, donc, par la suite, on lui donne la fonction espérance de vie et il va nous réarranger, en fait, les valeurs pour représenter la colonne qu'on lui demande. Si on fait la fonction .histoire, .hist, donc on peut avoir un historique un peu avec un historique, par exemple, avec un histogramme, pardon. Vous pouvez l'utiliser avec Pandas, vous pouvez le faire aussi dans Matplotlib, aussi dans tout ce qui est bibliothèque de visualisation de données. Donc, le point HIST qui représente l'histogramme. Donc, pour la sélection de données, si vous avez besoin de définir une colonne spécifique, vous pouvez utiliser cette fonction que je vous souligne ici avec mon curseur en définissant, par exemple, la colonne que vous voulez, country, par exemple, le pays. Et on vous démontrera les premières rangées de la colonne en fonction. Vous pouvez aussi accéder à plusieurs colonnes à la fois, par exemple, le pays, l'année, et vous pouvez partir de la dernière rangée de données en remontant vers la première, par exemple, en accédant à la fonction .tail qu'on vous a montré tout à l'heure. Par exemple, si vous voulez accéder à certaines colonnes ou rangées spécifiques, on va utiliser plutôt la fonction iloc. Donc, si vous voulez, par exemple, de la rangée 15 à la rangée 20, vous utilisez la fonction df.iloc. Et on voit ici, on inscrit ensuite la fonction 15, 2.20. Donc, une distinction, en fait. iloc, on utilise quand on veut spécifier une liste ou une variance, en fait, d'indices par la fonction. Tandis que la fonction loc, c'est utilisé quand on veut spécifier une liste ou une variance d'identifiant, en fait. Donc, même chose ici. Si on veut un nombre précis de rangées et un nombre précis de colonnes, on fait la même fonction, .iloc, et on inscrit les chiffres qu'on souhaite retrouver. On différencie la rangée des colonnes par une virgule, simplement. Comme on dit tout à l'heure, si on veut utiliser la fonction .loc, par exemple, vous pouvez le faire en en spécifiant les indices ici et en la joignant à la colonne précise que vous souhaitez afficher. Un autre exemple ici, c'est juste pour vous montrer rapidement comment utiliser iloc ou .loc. Je crois que j'ai terminé de partager ma section. On va prendre la parole à Aditi pour la prochaine section. Donc, la prochaine partie de l'atelier porte sur les sous-catégories de Pandas. On utilisait, par exemple, une sous-catégorie, un sous-ensemble qu'on peut dire aussi, où on utilisait les données, le cadre de données pour le pays, par exemple, Canada. Donc là, on voit toutes les rangées qui ont Canada comme pays. Donc, ce serait comme de choisir genre, une sous-ensemble ou une sous-catégorie dans notre ensemble de données ou une condition qu'on applique à nos données. Par exemple, dans cet exemple suivant, on avait l'espérance de vie. On voulait tous les pays ensemble, dans l'ensemble de données, qui avaient l'espérance de vie à 50 ans et moins. Donc, on voit que ça s'affiche ici comme ça.
Si on veut, par exemple, unir différentes sous-sections ou sous-catégories, on va utiliser la fonction pipe. C'est comme dire « ou ». Hein? Donc, on voit si on voit, OK, on a différentes rangées qui ont le pays Canada ou qui ont les États-Unis d'Amérique. Donc, on voit les rangées du Canada, on voit les rangées des États-Unis. On a une autre fonction qui s'appelle « et ». Donc, on prend en considération Canada comme sous-catégorie et ensuite l'espérance de vie qui est plus grande que 80 ans. Donc, en utilisant la fonction .describe, il a choisi 11 rangées, tandis que l'autre en avait 16 pour le Canada. Ça dépend, en fait, de l'espérance de vie où elle se trouvait à être plus de 80 ans. Vous pouvez aussi sauvegarder sous un autre cadre, dépendamment des sous-ensembles que vous choisissez. Vous pouvez le nommer, par exemple, DF/en bas 2015. Donc, ce sont les données disponibles pour 2015 qui incluent, par exemple, pour le point head, les premières 5 rangées de données. Ensuite, les valeurs nulles de Panda. Il y a une technique qui nous permet de voir combien de valeurs nulles on a dans chaque colonne. Donc, si on fait cette fonction ici, .isNull, avec une somme, on peut savoir combien de valeurs nulles se retrouvent dans chaque colonne. Par exemple, dans la rangée d'hépatite B, il y a beaucoup de données qui nous manquent. Par exemple, dans l'année, dans le statut, tout est là. Hein, on voit que c'est à 0. Donc, on parle ici un peu de pré-traitement de données. Mais vous pouvez remplir ces valeurs nulles en utilisant cette fonction fillNA, en spécifiant ce qui vous est demandé par les données, toujours en aliment avec votre projet, le besoin précis de votre projet. Donc, avec cette approche ici en exemple, avec la fonction dfDropped, on enlèverait automatiquement toutes les valeurs nulles dans toutes les rangées. Donc, on voit ici qu'il y avait 3000 rangées au début et en éliminant les valeurs nulles, on se retrouve à 1649 données. Et donc, vous pouvez aussi choisir de remplir avec d'autres valeurs. Et il y a d'autres explications si vous allez plus en détail avec ça. Donc, si vous êtes familier avec la fonction SQL, c'est une langue ou une bibliothèque qu'on utilise qui nous permet de travailler et d'analyser différentes bases de données. Donc, les opérations SQL peuvent aussi être appliquées au logiciel Pandas. Plus d'infos ici en cliquant sur le lien. Un exemple rapidement, j'en ai 3 exemples à vous présenter. Donc, si on fait un regroupement par pays et on voudrait connaître la taille de ce pays. Donc, on voit que chaque pays ici, on a 16 différentes rangées qui se correspondent à travers les années. Il y a des données pour chacune des années. Et ensuite, on a les autres pays ici en exemple. Vous pouvez aussi grouper par statut combien il y a de valeurs pour chaque statut, par exemple. On a ici 512 pour ce qui a été développé, pour ce qui est en développement 2000. Donc, on voit les différentes valeurs qui se présentent en précisant les fonctions. Troisièmement, .merge. Hein. C'est une fonction commune dans SQL. Donc, c'est 3 exemples de comment on peut utiliser SQL. Et les différentes fonctions d'SQL peuvent s'utiliser aussi et se croisent avec Pandas. Donc voilà, Pandas peut vous être très utile. Il y a plusieurs documents en ligne qui vous permettront de mieux comprendre, en fait, les différentes informations. La 3e bibliothèque de données, Matplotlib, une bibliothèque qu'on peut utiliser pour des milliers et des milliers et des milliers d'options. Il y a évidemment beaucoup de documentation et d'informations à trouver en ligne, mais quelques petits exemples pour vous. On a choisi ici, par exemple, le pays Canada avec la fonction plotline basée sur l'année et l'espérance de vie, donc pour l'axe X et Y. Donc, on voit que l'espérance de vie au Canada a grandi en 2006 et en 2008 et a redescendu par la suite. Et là, on continue à grandir, à évoluer. Ensuite, j'ai ajouté plus de paramètres dans ces différentes méthodes et fonctions. Donc ici, j'ai ajouté, par exemple, j'ai changé la couleur pour que ce soit une ligne très verte.
J'ai aussi changé la largeur de la ligne pour que ce soit une ligne plus épaisse avec aussi un titre que j'ai rajouté. Et j'ai changé aussi la taille de la police, la couleur de la police. On veut changer à rose, par exemple. Il y a énormément de fonctions qu'on peut développer et utiliser ici. Vous allez trouver toutes ces informations dans les différentes documentations qui vous sont offertes ici. Donc, par exemple, un autre exemple, si je ne voudrais pas voir ce graphique, je voudrais plutôt le sauvegarder sur mon ordi ou sur Google. Donc, ce que je ferai, je vais faire une recherche en ligne sur la documentation Matplotlib. Donc, comment faire pour sauvegarder un graphique. Et on me l'explique ici. Donc, point figure qui est la fonction sauvegarder en anglais pour la bibliothèque Matplotlib. Donc, ici, on nous montre, bon, voici comment vous l'utiliseriez, le nom des fonctions, le nom des paramètres et comment expliquer, et l'explication de chaque paramètre. Donc, sur Google, simplement Save Figure Matplotlib, donc sauvegarder des graphiques sur Matplotlib et vous allez pouvoir avoir des réponses à toutes vos questions et une foule d'informations utiles par d'autres utilisateurs et différentes questions et réponses sur un forum. Donc, si vous avez réussi à sauvegarder le graphique, vous allez le voir s'afficher comme je vous le montre ici en bleu. Prochain exemple que je voudrais vous partager. Donc ici, on a un graphique circulaire en pointe de tarte. Donc, on a inscrit la fonction statut. Et j'ai donné le DF, c'est Data Frame, le cadre de données avec le statut. Et je lui ai donné aussi une fonction circulaire en graphique en pointe de tarte, comme ça. Une autre façon plus facile, simplement le statut et on pourrait simplement accéder, importer les données. Et c'est juste ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on peut accéder à différentes façons, en fait, de formuler la même visualisation, en fait, pour vos données. Il y a différentes façons d'y arriver. Donc ici, j'ai fait une autre démonstration de cette visualisation de données. Donc la relation, par exemple, entre tous les paramètres qui se retrouvent dans toutes les colonnes pour l'espérance de vie. On essaie d'illustrer, en fait, la fonction entre le lien entre ces différentes variables. On en parlera un peu plus tard. Ici, par exemple, on aurait 4 hypothèses, par exemple, au Canada, aux États-Unis d'Amérique, en Inde, en Chine, la relation entre les différents pays au niveau de l'espérance de vie. Donc, on voit l'évolution dépendamment des lignes, Et on voit que les États-Unis, l'Indien et la Chine, par exemple, l'Inde et la Chine évoluent à un rythme assez semblable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé simplement donc 2 sous-hypothèses avec les axes X et Y, année et espérance de vie. Ensuite, je pourrais aussi, une autre approche serait d'ajouter les sous-titres, par exemple, comme je vous montre avec mon curseur. Donc, toutes ces informations se retrouvent dans le document. Vous allez pouvoir comprendre comment le faire vous-même. Donc, vous pouvez arrimer les données de plusieurs façons différentes et aller vers ce qui est plus naturel pour vous et ce qui sert le plus votre projet. Donc, la prochaine bibliothèque de visualisation de données, c'est Seaborn. Donc, ça fait partie de bibliothèque Python de visualisation de données qui est basée sur Matplotlib. Donc, c'est une interface simple à haut niveau qui permet de vraiment dessiner des visuels très attrayants pour des graphiques à type informatif. Un petit exemple ici, si on regarde l'axe Y ici, toutes les rangées dans notre cadre de données et sur l'axe X, ce sont toutes les colonnes. Donc ici, on image en fait les différentes valeurs, là où elles sont nulles,
On voit aussi au niveau de l'espérance de vie, on voit quelques valeurs nulles, mais on voit qu'on a beaucoup de données qui nous manquent, par exemple, pour la colonne d'hépatite B. Donc, tout dépendant de ce que vous avez besoin d'illustrer pour votre projet. Donc, ici, on a plutôt on a une illustration plutôt en format de paire, donc, et la relation entre les différents ensembles de données. Je vais vous montrer d'autres exemples plus tard, mais pour l'instant, je vais juste vous montrer en gros comment on peut créer une visualisation pour démontrer la relation entre des paires de valeurs. Ensuite, ce qu'on appelle scatter plot, et on a une autre fonction qui nous démontre l'effet de l'éducation sur l'espérance de vie. Et j'entre simplement les données que je veux retrouver sur l'axe X, et par exemple l'éducation, l'axe Y, l'espérance de vie. Ensuite, les données que je veux, c'est les données qui se trouvent dans mon cadre de données de 2015. Donc, un autre exemple qui nous montre l'axe X, le taux de mortalité adulte. Vers l'axe Y, on a l'espérance de vie encore. Ensuite, on pourrait vouloir calculer est-ce qu'il y a une valeur plus élevée pour le sida. Par exemple, on va remarquer que l'espérance de vie diminue. Donc, ce qu'on appelle des hypothèses de relation. On peut on peut sélectionner différentes colonnes pour démontrer différentes hypothèses et analyser en fait la relation aux différents éléments qui vont se trouver sur l'axe X et Y. Donc, par exemple, je pourrais aussi aller jouer avec les couleurs, la coloration des différentes images. Et, par exemple, ce qui est en développement, c'est bleu. Ce qui a été développé, c'est en orange. Donc, on parlait du pattern qui représentait le taux de mortalité adulte. Donc, si on ne sait pas quel genre de pattern existe, on peut l'observer en notant la présence de différents cercles de couleurs, en fait. Ici, c'était plutôt un exemple qui a plusieurs façons d'ajouter d'autres informations à vos hypothèses. J'ai ajouté, par exemple, 3 années. Ça ne donne pas une analyse spécifique, mais c'est une façon de travailler avec ces fonctions. On peut changer les couleurs de ce qui est en développement, ce qui a été développé, et changer les symboles aussi pour représenter les différentes données. Donc encore, si on voudrait dériver quel genre de pattern se développe entre les données, on pourrait utiliser le code ici. Donc ici, à droite, j'ai mis les pays industrialisés, développés, et les pays en voie de développement à gauche. Ici, un autre truc super qu'on peut essayer, c'est une matrice au niveau de la corrélation. Donc ici, on a par exemple l'espérance de vie en noir, 1,07, donc une corrélation négative. Et si on regarde ici, c'est ce qu'on voyait dans notre graphique, c'est le taux de mortalité à l'âge adulte. Et dans d'autres cas, on va avoir des corrélations positives. Par exemple, si on regarde 0,75 ici, qui a une corrélation positive avec l'éducation. Donc, les deux éléments dont on discutait un peu plus haut. Donc, voici une introduction à ces 4 bibliothèques qui sont très, très populaires. On les voit ici avec la documentation officielle. Je vous invite à cliquer sur les liens. Vous pouvez aussi faire des recherches Google. Aussi sur une ressource comme Stack Overflow, une autre belle ressource pour avoir accès à plus d'explications et plus d'informations directement. Donc, finalement, il y a côté petit devoir, vous pouvez répondre aux questions qui ont été posées qui vous sont offertes, en fait, sur le fichier CSV d'espérance de vie, le Life Expectancy Data. Donc, comme inspiration, essayez de répondre à ces questions ici de 1 à 8. Vous pouvez aussi apprendre à explorer l'ensemble de données Titanic. C'est un ensemble de données assez populaire et qui parlait en fait des passagers de Titanic et quelle chance ils avaient de survivre au naufrage.
Et un petit élément pour terminer aussi que je voulais vous montrer, si vous êtes un étudiant, par exemple à l'université ou au collège, au cégep, ou vous pouvez accéder en fait au forfait GitHub étudiant. Et vous allez pouvoir utiliser, vous allez pouvoir accéder à ces classes gratuites qui vous sont offertes. Vous pouvez aussi accéder pendant 1 an justement à différentes bases de données pour apprendre ici, comme vous voyez les 3 liens qu'on vous montre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ces ressources, donc j'avais envie de les partager avec vous. Et maintenant, passons aux questions. Donc, quelques questions, si vous en avez, depuis le début, en fait. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir plusieurs données dans une dimension 0? Non. C'est quoi le but, en fait, d'utiliser un 0 de dimension? Il y a juste un objet. Je l'ai laissé juste par souci de représentation, mais c'est sûr, parce qu'on commence vraiment à la base. Où peut-on trouver les ressources Python? On vous a partagé le lien dans la messagerie, vous allez pouvoir y accéder. Comment je fais pour les autres sessions pour accéder au notebook et au collab? On vous envoie les liens dans la messagerie, vous allez pouvoir y accéder. Pouvez-vous utiliser la série 1-4? Oui, Simon, on peut. Il faut absolument s'assurer de connaître la position. Il ne faudrait pas interchanger les positions. Mais si vous connaissez si vous conservez la position originale de la séquence telle qu'elle est, vous allez pouvoir faire ça, oui. Et il y a plein de façons de le faire. Vous pouvez toujours faire des recherches et vous allez trouver vos réponses. Donc, je suis un peu confus à savoir comment fonctionne la série -1 à 0, -1 avec la colonne. Donc, pour l'index négatif, la logique, ça dépend ce qu'on veut traiter comme données. Ce que je voulais dire quand je disais la série 1 et -1, c'est que je voulais accéder au deuxième élément en 2D. Je voulais accéder à la deuxième dimension. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit 1 et l'index -1. -1 serait le dernier élément de cette dimension particulière. Donc, c'était 1 et -1. Et si on dit 1, -1 avec une colonne, je pense pas que ça fonctionnerait dans ce cas-ci. C'est juste l'indexation. Est-ce que Python, c'est automatiquement ce qu'il lit? Par exemple, dans Java, est-ce qu'on doit spécifier ce qu'il doit lire ou si on numérise un document, un fichier, ou est-ce qu'on doit lui dire qu'il doit scanner, par exemple, les différents chiffres ou données? Aditi, peut-être que tu pourrais répondre à la première question et je peux passer à la deuxième ensuite. Donc, comment c'est-il s'il est en train de lire un fichier CSV? Souvent, les fichiers CSV sont séparés, un peu comme dans un fichier Excel, une séparation en colonne et tout, mais séparés par des virgules. Donc, la bibliothèque Panda sait que quand il y a une virgule, c'est que, oui, elle le sait que cette donnée est séparée de la prochaine, en fait. Donc, à ce moment-là, quand les données sont identifiées ainsi, il peut lire n'importe quelle colonne ou rangée ou règle qu'on lui offre. En général, avec Python, il y a énormément de bibliothèques accessibles. Donc, les bibliothèques que on vous a montrées ont leur propre syntaxe de programmation et de fonction. Donc, il vous suffit simplement d'utiliser les différentes ressources qu'on vous a partagées pour savoir comment le faire. Donc, SQLM et Panda, c'est comparable à Python. SQL est un langage différent en soi, utilisé plutôt pour la sauvegarde et distinguer les ensembles de données
that peut-être. is more important. If you say that being said, coming to pandas and PySpark, Donc, it both has on almost dirait que same Panda a functionality, I aussi would say, des fonctions but they semblables, mais differ ils diffèrent en quelques notions et aspects. Par exemple, like for example, if you ask me operation si on utilise par PySpark, exemple different des than cadres de données, different il va peut-être prendre time, but plus if de you use temps pandas, you get the result as avec fast SQL, as mais like Panda va être beaucoup plus rapide à le faire. similarly in PySpark data Même chose frame, avec Panda, on ne peut pas slightly different changer because le cadre de données. apparently PySpark data frame has Donc, a il a une quality propriété, property, meaning une that it caractéristique cannot be changed. immuable. But in Donc, pandas, avec not SQL, the c'est une case. qualité You can immuable, tandis que change Panda, any pardon, step. on peut changer Also, complex operations in pandas la are nomenclature des données. done in the PySpark data frame. En So règle in générale, general, SQL et SQL Panda and pandas sont are assez comparable. Pandas and PySpark are semblables et Panda aussi avec Python.